Alors, pour le coup, aujourd'hui, on va parler de l'hypersexualisation, qui est un sujet qui est encore beaucoup trop tabou, dont on ne parle pas, dont on se sert pour juger les femmes, les hommes aussi. Et je trouve que c'est hyper important en fait de débloquer le tabou par rapport à ça, de pas en faire quelque chose de malsain, de pas en faire quelque chose de pas en faire en fait une faiblesse qui va permettre du coup d'attaquer une personne par rapport à ça. C'est faut vraiment balayer tout ça et en fait se rendre compte des choses, se rendre compte que ça peut être très compliqué à vivre, qu'il y a des causes, qu'on les sache ou pas, et que en aucun cas on a le droit en fait tout court de se permettre de juger la sexualité de quelqu'un. Vraiment, ça regarde sa personne. Si vous n'êtes pas en accord avec ça, ben vous allez voir ailleurs tout simplement. Je j'ai pas d'autres mots. Mais la sexualité d'une personne ne vous regarde absolument pas. Si dans un couple vous jugez que votre partenaire a eu trop de partenaires sexuels et que ça vous convient pas, vous partez, mais vous en faites pas tourner une réputation atroce parce que selon vos principes, ça ne correspond pas à ce que devrait être votre partenaire. Voilà, vraiment, on s'en tape. Vous allez voir ailleurs et vous laissez la personne tranquille. On n'en parle plus et on lui fout la paix. Donc, on va commencer avec une définition peut-être de l'hypersexualisation. Donc, bien sûr que j'ai pris sur le site du gouvernement, donc santé.gouv. En fait, l'hypersexualisation, c'est tellement compliqué d'identifier qu'il n'y a pas de définition en fait. Il n'y a pas de définition précise. Quand on parle d'hypersexualisation, ça veut dire que on a tendance à avoir une sexualisation élevée, à se sexualiser de manière intense, on va dire. La seule chose que on peut remarquer à ce sujet-là, qui est sur le site du gouvernement, c'est que depuis 1960, effectivement, il y a une émergence de l'érotisation de l'image corporelle des filles, des jeunes filles, des femmes, que ce soit à travers les pubs, que ce soit dans la rue, que ce soit selon les attentes, l'image de la société, de ce que devrait être une femme, de la puberté qui peut arriver plus jeune, par exemple pour les jeunes filles. Donc voilà, il n'y a pas de définition précise. On a observé par contre que depuis 1960, à mon avis ça a été déjà avant, mais qu'il y avait vraiment une grosse augmentation de l'érotisation du corps des femmes en fait, tout simplement. Et ça va des petites filles aux femmes plus âgées, quoi. C'est pas quelque chose qui s'arrête à une catégorie de femmes. Enfin, au niveau de l'âge, je veux dire. Ce qui m'intéresse dans l'hypersexualisation, c'est que c'est un symptôme qu'on retrouve beaucoup dans les personnes qui souffrent de troubles de stress post-traumatique, ou oui, de stress post-traumatique en fait après un traumatisme, hein, clairement, c'est ce qui est. C'est vraiment ben, très très fréquent de retrouver ce symptôme-là, ou cette conséquence-là, en tout cas, qui fait partie du trouble de stress post-traumatique. Donc évidemment, je me suis renseignée sur l'ATSP, c'est la clinique universitaire psychiatrique de Tours, qui nous explique que, par exemple, quelqu'un qui souffre de troubles de stress post-traumatique va avoir des syndromes de répétition. Des syndromes de répétition, on ne va pas rentrer dans les détails, ça peut être automutilation, TCA et hypersexualisation. Quand on souffre d'un trouble de stress post-traumatique, on a un gros symptôme d'insécurité et on va être tout le temps en hyper-vigilance. C'est pas pour tout le monde. Évidemment, ce sont les
principaux symptômes qui sont associés à ce trouble. L'hypervigilance, ça va être toujours être plus vigilante que la moyenne en fait. On va passer derrière vous, vous allez avoir un sursaut. Enfin, c'est vraiment compliqué de vivre avec. Vous allez avoir la dépersonnalisation, les comportements dissociatifs. Ce qu'on entend par là, c'est que en fait, c'est une dissociation. Ça va être vous sortez de votre corps et vous observez la scène de loin. C'est-à-dire que vous voyez de l'extérieur, vous voyez ce qui est en train de se passer, mais vous n'êtes plus dans votre corps et vous n'avez plus aucun contrôle en fait sur ce qui se passe de votre corps. C'est très fréquent, ça peut arriver, ça peut arriver plus de fois qu'on ne le pense et on n'arrive pas toujours à mettre de mots là-dessus. Voilà, alors bien évidemment, je pense pas avoir besoin de le préciser, mais quand même, on ne s'auto-diagnostique pas d'un trouble de stress post-traumatique. Il faut consulter un médecin traitant, il faut consulter un psychiatre, il faut faire des séances de psychologie, de psychothérapie. Et évidemment, le diagnostic est posé par un médecin. On ne peut pas, même si on se reconnaît dans certains symptômes, on ne peut pas s'auto-diagnostiquer quelque chose, mais ça va pour toutes les maladies en fait. L'hypersexualisation, il apparaît dans le trouble de stress post-traumatique du coup, et surtout chez les personnes victimes d'une agression sexuelle, ce qui déclenche donc un trouble de stress post-traumatique et qui va déclencher donc juste après l'hypersexualisation comme réponse au traumatisme. La réponse de l'hypersexualisation dans le trouble de stress post-traumatique des personnes qui ont vécu des agressions sexuelles, des abus de toutes sortes, hein, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est très fréquent en fait, c'est l'hypersexualisation, j'y arrivais. Ça peut être une réponse du stress post-traumatique face au traumatisme qu'on a vécu. Donc il peut y avoir l'hypersexualisation, il peut y avoir une baisse de sexualisation, à ne plus ressentir de désir du tout, être complètement bloqué par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir honte en fait après une agression de ressentir cette hypersexualisation. On sait pas ce que c'est, hein. Clairement on sait pas ce que c'est, mais c'est fréquent, il faut pas du tout en avoir honte, voilà. Donc en fait pendant les violences sexuelles, on va ressentir pour certaines personnes une augmentation d'envie d'actes sexuels. C'est surtout une réponse qui va en confrontation au trauma. C'est le corps, l'esprit qui veut faire face au traumatisme qu'on a vécu. On veut reprendre le contrôle de notre corps en fait. Ça va être l'une des principales raisons. Je veux reprendre le contrôle de mon corps après ce qu'il ou elle m'a fait subir. Donc, je vais coucher avec tous les gens dont j'ai envie. J'ai envie de reprendre ce contrôle. J'ai envie de me ressentir moi. Et c'est totalement OK. Ça va être aussi avoir Alors, j'arrive à parler sans bégayer parce que ça va être très dur sinon. C'est aussi une solution, j'aime pas ce mot. Ça va être aussi pour soulager des douleurs émotionnelles. Quand on a vécu ce trauma, en fait, on a une part de... Souvent, le corps et l'esprit se dissocient. Donc, pareil, pendant une agression, on va tendance à avoir notre esprit qui sort de notre corps et on va observer la scène de loin en voyant ce que notre corps subit, etc. Sans du coup pouvoir rien faire, hein, parce qu'il y a de la tétanie, c'est normal.
Et du coup, après des violences sexuelles, on va avoir tendance à avoir des reviviscences traumatiques qui va accentuer, qui va nous rappeler une odeur, un toucher, une caractéristique de l'agresseur ou agresseuse. On va avoir des flashs tout le temps de ce qui s'est passé. Et c'est vrai que le moment où on peut mettre sur stop, en fait, c'est pendant notamment l'hypersexualisation. On va avoir un rapport avec quelqu'un, mais comme on est encore traumatisé, notre esprit va sortir de notre corps. Et en fait, on va plus rien ressentir. Donc quelque part, l'hypersexualisation aussi, ça permet de mettre en parenthèse la douleur émotionnelle qu'on ressent à longueur de temps. Et quand on a ce rapport et qu'on peut se dissocier, on ressent plus la douleur émotionnelle. Et effectivement, c'est souvent utilisé comme solution pour arrêter de penser, arrêter de souffrir intérieurement. Voilà, évidemment, il y a l'hypersexualisation n'est pas la seule réponse aux périodes à vouloir se dissocier. Hein. Ça peut arriver avec toute forme d'automutilation, de TCA, etc. etc. Les violences sexuelles entraînent dans on peut expliquer du coup l'hypersexualisation qu'on retrouve après les violences sexuelles par un besoin de valorisation aussi. Le besoin de valorisation, de se dire j'aime plus mon corps, cette personne l'a sali, j'ai besoin d'aller le montrer à d'autres personnes pour ressentir une valorisation, pour voir qu'il est encore beau, pour voir qu'il est aimé parce que moi je ne l'aime pas. Tout simplement. Ça va vraiment... c'est même pas une histoire de sentiment, une histoire de j'en ai envie. L'envie, la plupart du temps, elle n'y est pas dans les hypersexualisations. Ça va être j'ai besoin d'être valorisée, j'ai besoin d'être approuvée, donc je vais faire ça pour savoir si je suis approuvée parce que moi, je n'approuve absolument pas mon corps. Voilà. C'est très fréquent. On a Oui, voilà, et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, on se détache totalement de ses émotions, hein. C'est une forme de dissociation. Les conséquences à long terme de l'hypersexualisation, parce que il y a des personnes, je pense que ça fait des années qu'elles vivent dans une hypersexualisation, mais on se rend pas compte en fait de l'hypersexualisation. Tant qu'on n'est pas informé sur le sujet, qu'on n'en parle pas parce que souvent on nous associe en fait à quelqu'un qui donne notre corps hyper facilement, ce qui est dans cette société est quand même très très compliqué. On juge fortement sur ce niveau-là, donc on n'en parle pas et en fait on n'a pas les moyens de se rendre compte si on souffre entre guillemets d'hypersexualisation, et c'est quand même très très grave. Donc les conséquences à long terme, c'est surtout que ça va être l'hypersexualisation, un comportement impulsif dans n'importe quel moment en fait. Il n'y a pas d'envie, c'est une impulsion. Hein. Quand vous avez des pulsions d'achat dans un magasin, bah là c'est pareil, sauf que c'est lié à la sexualité, tout simplement. Il ne faut pas croire que lors d'une hypersexualisation, après un rapport, on ne ressent pas de culpabilité ou d'incompréhension sur ce qui vient de se passer. Dans la majorité des cas, la personne qui s'hypersexualise ne comprend pas pourquoi elle se sent comme ça après un rapport qu'elle a eu, parce qu'elle ne sait pas que c'est de l'hypersexualisation, et elle va culpabiliser énormément en se disant j'ai voulu peut-être reprendre possession de mon corps, mais en fait avec ce qui s'est passé, je me sens hyper mal, je culpabilise, j'ai passé 3 jours sous ma couette. C'est voilà, il y a quand même un fort sentiment de culpabilité, et c'est tout à fait ok en fait, parce que comme on disait, on pense avoir l'envie, mais l'envie elle n'y est pas. C'est pas l'envie d'un rapport qu'on a, c'est l'envie de se réapproprier notre corps. Donc forcément, peut-être qu'après, des fois, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mal qu'avant.
ce rapport où on voulait juste se réapproprier notre corps. J'ai eu un témoignage d'une jeune fille qui m'a contactée sur les réseaux sociaux, dont on taira le nom évidemment, qui m'a expliqué qu'elle a été V, pas dire le mot entier, quand elle avait 16 ans, 17 ans. Et après, elle a eu l'hypersexualisation est montée apparemment crescendo. Elle me racontait qu'en fait, au début, elle avait besoin de poster sur les réseaux sociaux des photos en sous-vêtements, des photos assez aguicheuses, bien que, trauma ou pas, elle est libre de le faire. Chacun regarde sa porte et laisse les autres faire ce qu'ils veulent. Et elle comprenait pas pourquoi elle faisait ça. Mais elle avait en tout cas ce besoin. Et elle avait ce besoin aussi de rencontrer virtuellement pas mal d'hommes ou de femmes, de flirter, d'envoyer des photos. Et au moment, par contre, où une rencontre était possible, elle bloquait totalement la personne, quoi. C'était vraiment pareil, une envie de revalorisation de son corps, mais pour le coup, le physique était encore impossible. Enfin, l'acte physique en lui-même était encore impossible. Et puis, malheureusement, quand elle me racontait que son hypersexualisation l'a poussée à se mettre en danger. Et ça arrive beaucoup plus, c'est l'une des conséquences de l'hypersexualisation. On a tendance à se mettre en danger, à revivre des situations traumatiques, à aller se mettre en rencontre avec des gens qui peuvent être dangereux en fait, à pratiquer des positions plus ou moins dangereuses pour essayer d'avoir un ressenti et de se réapproprier ce sentiment. Donc elle me racontait tout ça, elle me racontait qu'elle avait eu donc un premier rapport où en fait elle a repoussé, mais ça c'est bien, où en fait elle y trouvait pas du tout, elle avait envie d'essayer de se réapproprier son corps, mais en fait non, donc elle a repoussé. Et puis après ça s'est pas mal enchaîné, les rencontres, elle a rencontré surtout des hommes plus âgés. Voilà, et en fait, elle racontait qu'elle s'est vraiment hyper sexualisée l'année dernière parce qu'en fait, elle, elle prenait, en fait, elle s'attachait à quelqu'un et pour avoir sa valorisation, elle envoyait son corps, sauf que elle a fini par rencontrer ce garçon et elle me racontait qu'en fait, elle avait absolument rien ressenti pendant les rapports parce qu'elle était totalement dissociée. Et qu'en fait, quand elle est rentrée de ce week-end avec cette personne, elle a été dans un mal-être profond, quoi. Dans un mal-être, elle s'est enfermée pendant une semaine dans sa chambre, à pleurer, à culpabiliser d'avoir fait ça, à ne pas comprendre pourquoi, sachant que le garçon en question ne l'attirait même pas. Euh, grosse difficulté. Elle a commencé à s'en rendre compte quand elle a commencé à faire de la psychothérapie. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que, comme on dit, hein, l'hypersexualisation, on s'en rend parfois même pas compte, c'est ça. Et on va aller avoir besoin de regagner notre contrôle en ayant des rapports avec plusieurs personnes. Et on est beaucoup jugé sur ça. Il y en a qui l'exposent parce qu'elles ont besoin de l'exposer pour retrouver la valorisation intérieure et montrer en fait aux autres que malgré ce qu'elle a vécu, elle est toujours capable de plaire. C'est surtout pour se rassurer soi-même, hein. C'est pas les autres, je pense qu'ils en ont rien à carrer. Voilà. Mais et il y en a certaines qui vont pas le dire parce que il y a cette culpabilité qui nous ronge en fait
comme la jeune fille dont j'ai parlé là, la culpabilité qui l'a rongée, donc elle a jamais parlé de ça à personne. Et bah, c'est très 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 compliqué en fait. Donc si jamais vous avez vécu un traumatisme ou un traumatisme dont vous ne vous souvenez pas, mais que cette hypersexualité vous parle quand même, vous avez l'impression de vous... clairement de vous reconnaître dans le fait de ne pas avoir l'envie de le faire et de réaliser après qu'en fait c'était pour reprendre le contrôle de votre corps, mais l'envie n'y était absolument pas, la culpabilité qui ronge, surtout restez pas seul avec ça. Il y a des psychologues à contacter, vous avez même le numéro prévention suicide 3114. Vous avez différentes associations selon votre ville. Vous avez les urgences psychiatriques si jamais vous avez besoin. Ce n'est pas un gros mot. Voilà, psychiatrique n'est pas un gros mot. On peut avoir tous une période de notre vie où on peut passer par la psychiatrie et ça ne veut pas dire qu'on est complètement taré. Au contraire. Je pense que si tout le monde passait un moment de sa vie par la psychiatrie, le monde serait moins bordélique. Donc ne restez pas seul, écrivez, parlez-en avec des gens dont vous avez confiance, prenez rendez-vous avec des psychothérapeutes. Pour les étudiants, vous avez 12 séances remboursées par la sécurité sociale sur une année. Vous pouvez avoir des associations aussi, des groupes de parole. Si vous ne vous sentez pas d'en parler, vous pouvez l'écrire et le montrer si vous avez envie, mais ne gardez pas cette culpabilité et toutes ces questions que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, ça servira à rien en fait et ça va vous ronger. Mais j'espère que certaines personnes quand même ont pu peut-être se retrouver à travers ce que j'ai décrit. Et encore une fois, il n'y a aucune honte. Aucune honte. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Tant qu'on le comprend, c'est le plus important. Et encore une fois, la sexualité de chacun ne regarde personne. Personne n'a le droit d'émettre de jugement par rapport à ça. Même les médecins, si jamais vous êtes face à des psychothérapeutes, des psychiatres, des médecins qui vous jugent par rapport à ça, vous arrêtez, vous allez voir ailleurs. Voilà. Même un médecin n'a pas le droit de vous juger sur votre vie sexuelle, quelle qu'elle soit. Vous pouvez consulter quelqu'un justement pour comprendre pourquoi, mais personne n'a le droit d'émettre de jugement sur ce que vous faites avec votre corps. C'est votre corps, on s'en fout. Votre corps vous appartient et personne n'a le droit d'émettre d'avis, de menaces, de réputation à ce sujet. Ça ne regarde personne à part vous. Et si on vous juge là-dessus, vous levez votre majeur.